Donc c'est aujourd'hui en tant qu'étudiante de master en sciences de l'information que je m'adresse à vous pour parler d'un des projets. Donc il est demandé aux étudiants de réaliser un projet de recherche entre les deuxième et les troisième semestres qui est supervisé par un professeur de la filière. Aujourd'hui, donc, je vous présente, excusez-moi, le projet que j'ai mené avec Claire Vimin et Agnès Motizi-Nadji, qui ne peut pas être présente non plus. Donc, il s'agit d'une étude exploratoire sur un corpus d'1 million de tweets suisses géolocalisés et récoltés entre février et août 2017. Donc, la présentation va se dérouler en 5 temps. Donc, tout d'abord, les origines du projet, la présentation générale de LV-Tweet, la méthodologie de travail que nous avons adoptée, la présentation des résultats et les conclusions. Donc, notre projet est la suite logique d'un autre projet qui avait été réalisé 2 ans plus tôt, qui est le projet GeoTweet, et qui avait été fait par Elisa Banfi et Fanny Beglin. Ce projet s'était intéressé pour la première fois aux tweets géolocalisés à Genève, avec l'objectif d'explorer un corpus de tweets pour voir quelles conclusions pouvaient être tirées sur la société genevoise, mais aussi sur la répartition et le volume des communautés linguistiques au sein du canton. Un autre enjeu était de mettre aussi en exergue les caractéristiques techniques de la collecte des tweets géolocalisés et comment les visualiser, vu que ça faisait partie d'un projet plus large de visualisation pour la HEJ. Donc les étudiantes avaient formulé un certain nombre d'hypothèses qu'elles ont cherché à valider en les confrontant avec des informations recueillies par leur corpus. Les résultats de ce projet sont disponibles sur un site web qui fonctionne encore, geotweet.hesge.ch, avec des cartes interactives. Je vous encourage à aller voir. C'est très intéressant de voir la localisation des langues. Donc, suite à GeoTweet, la technique de capture des tweets avait été maîtrisée et Arnaud Godina souhaitait poursuivre l'analyse, mais à une échelle un petit peu plus grande au niveau suisse. Donc, il a soumis le projet de recherche que nous avons choisi et c'est ainsi qu'LV-Tweet a vu le jour. Donc, en quelques chiffres, LV-Tweet, c'est une équipe de 5 personnes. Donc, il y a les 3 étudiantes, Arnaud Godina et Bastien Berger, son assistant, qui nous a fortement aidés avec la récolte. 11 mois de travail, 1 million de tweets récoltés sur 7 mois, écrits par 65 221 comptes, un rapport de recherche disponible sur Herodoc, un poster et 3 billets de blog sur le blog de la recherche en sciences de l'information. Ce projet a une double visée, c'était d'obtenir des résultats statistiquement représentatifs sur des données non biaisées de tweets géolocalisés en Suisse et d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce qui peut être considéré comme un tweet suisse dans le contexte de l'archivage de ces messages. Donc ces 2 buts ont servi de base à notre réflexion et au développement de nos questions de recherche. Au début du projet, 3 questions de recherche ont été fixées. Donc, comment peut-on exploiter la géolocalisation de Twitter dans le contexte suisse ? Dans quelle mesure le système d'identification automatique des langues par Twitter permet-il d'obtenir une image réelle de la diversité linguistique de la Suisse ? Et enfin, est-il possible de définir un tweet suisse à partir des données de notre échantillon ? Donc tout d'abord, avant de venir à nos découvertes, il est important de préciser un petit peu le contexte de l'étude. Voici par exemple un tweet géolocalisé à Puy qui a été écrit par Anthony. Anthony est un tweeto, c'est-à-dire un utilisateur de Twitter. Ce qu'on voit ici, c'est la face émergée de l'iceberg ou du tweet. Quand on plonge, voilà ce qu'on trouve. Moins esthétique, il s'agit des métadonnées du tweet. Elles renseignent sur la personne qui a publié, sur le contenu, la date de création, la langue, la localisation et encore beaucoup d'autres choses. Il y a plus de 8 ans de champs de métadonnées associés à chaque tweet. Pour notre étude, nous en avons retenu 30 qui pouvaient nous aider à répondre à nos questions de recherche. Donc on connaît le contexte et l'objet d'étude. Maintenant, passons à la méthode que nous avions utilisée pour effectuer cette cueillette de tweets. Les tweets localisés sont attribués à un endroit et donc à un pays. On verra après en détail comment. Malheureusement, pour cueillir les tweets, on ne peut pas le faire en créant une requête qui définit que l'on veut seulement récupérer les tweets dont les métadonnées les localisent en Suisse. Ça serait trop simple. Donc, puisque ça ne fonctionne pas, Bastien a tracé une zone de délimitation rectangulaire de sorte à contenir tout le territoire suisse, comme vous voyez ici sur l'image. Ça s'appelle une bounding box. On a donc utilisé les coordonnées de cette bounding box pour créer une requête pour la cueillette. Techniquement, donc, c'est Bastien qui a fait la récolte des messages.
Il a extrait les tweets de l'API streaming de Twitter, donc c'est une interface de programmation applicative, à travers laquelle Twitter permet officiellement de récupérer jusqu'à 1% des tweets mondiaux selon différents critères. Puis ils ont été stockés dans Elasticsearch et nous les visualisions dans un programme qui s'appelle Kibana. Évidemment, cette bounding box inclut des fractions de pays limitrophes. Dans notre récolte, nous avons donc des tweets publiés en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie et même un du Liechtenstein. Ces messages ont été écartés lors du raffinement des données pour l'analyse. Il faut donc imaginer qu'à la fin de notre collecte, que le présent rectangle contenait tous les tweets capturés sur 7 mois en provenance de tous les pays contenus. Après traitement et raffinement, voici ce qu'il reste. C'est les résultats de notre collecte. Chaque point est une géolocalisation, donc ça ne renseigne pas sur la densité des tweets, mais juste leur origine. Avant d'en venir aux résultats, différents problèmes ont pu causer des biais dans notre recherche. Dans les zones frontalières, comme on l'a vu, Twitter n'est pas forcément très précis, et des tweets émis dans les pays avoisinants peuvent avoir été attribués à une place suisse, et donc figurent de notre corpus. Il y a eu des trous dans la collecte, 7 jours manquent totalement ou partiellement. Et pour définir un tweet suisse, cibler uniquement les tweets géolocalisés ne donne pas une image exacte de l'utilisation de Twitter en Suisse. Notamment les tweets émis par des comptes privés, de même que les retweets, donc les messages qui sont retransmis, ne sont pas géolocalisés. Maintenant, voici ce que nous avons trouvé comme réponse aux questions de recherche. Première information importante, les tweets ne sont géolocalisés que si l'auteur l'a voulu et autorisé sur un navigateur ou s'il utilise le GPS de son appareil mobile. En activant le GPS, tous les tweets seront géolocalisés de manière exacte. Ça représentait 22% de nos tweets. Avec le choix manuel, chaque tweet peut être localisé ou non. Le tweetos peut déclarer être où il veut, à l'autre bout de la Suisse, à l'autre bout du monde. C'était 78% de nos tweets. Les informations des deux localisations se retrouvent dans un même champ qui s'appelle Place ID. Nous en avons eu 2480 différents, c'était les petits points sur la carte tout à l'heure. Nous les avons traités avec un tableau de concordance établi par nos soins afin de pouvoir les exploiter. En effet, la base de données de Twitter ne suit pas les fusions ou les changements de nom des communes suisses. Cela nous a permis également de croiser les données avec les statistiques de la population et des langues fournies par l'OFS. Donc voici. Aucun canton n'est vierge de tweets géolocalisés. Toutefois, la répartition est très inégale. 4 cantons donnent plus de 60% des tweets, Genève, Zurich, Vaud et Berne, c'est-à-dire les plus peuplés et les plus urbains. Les tweetos sont actifs pour 71% d'entre eux sur un seul canton, 17% sur 2 et seulement 1,7% sur plus de 5 cantons. Nous avons comparé la population des cantons avec les tweetos et leurs tweets, et nous avons identifié 3 catégories. Donc ici, en gris, vous avez les pourcentages de population. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, j'ose espérer. Donc en vert, c'est les tweetos, donc les personnes, les comptes qui ont écrit, et en bleu, c'est les courbes des tweets, des messages. Donc on peut les répartir dans 3 catégories. Ici, par exemple, dans certains cantons comme Argovie, Bâle-Campagne, Lucerne, Saint-Gall, Soleure, Turgovie, les tweetos sont peu nombreux par rapport à leur population. À l'inverse, les cantons mentionnés précédemment, soit Berne, Genève, Vaud et Zurich, ont une proportion plus élevée de tweetos que leur part de population. De même que les cantons touristiques, Bâle-Ville, Grison, Tessin et Valais. Le demi-canton d'Obwald nous a préoccupé un petit moment. Nous avons trouvé l'explication juste à la fin de notre projet. Ce canton abrite en fait des sociétés tweeteuses qui sont géolocalisées donc, dans ce canton, dont le robot qui a le plus tweeté de notre échantillon et qui indique les sujets tendances sur Twitter toutes les demi-heures. Donc toutes les demi-heures pendant 6 mois, voilà, c'est notre plus grand tweetos. Twitter contient 2 champs langues. Chaque tweetos définit une langue pour son compte et donc les informations de la plateforme. Et pour chaque tweet, une langue est reconnue automatiquement par les algorithmes de Twitter. Le champ du compte est donc plus fiable, vu que c'est un critère manuel, correspondant à la langue maternelle ou préférée du tweetos. Plusieurs problèmes malgré cela. Il manque le romanche, ce qui fausse d'emblée l'image réelle de la diversité linguistique de la Suisse, examinée du point de vue de la langue de rédaction des tweets. Donc les messages écrits en romanche passés en allemand. C'est déjà ça. Et un problème de fiabilité de la reconnaissance automatique. Comme vous pouvez le voir ici,
Donc, dès la prise en main des tweets récoltés, nous avons constaté que les langues reconnues automatiquement par l'algorithme de Twitter n'étaient pas parfaites. Seules 60 langues sont reconnues par Twitter, plus une indéfinie, sur les 7000 existantes dans le monde. Pour la Suisse, donc, le romanche n'en fait pas partie. Quand nous avons analysé notre million de tweets, nous avons trouvé une proportion étonnante de tweets en indonésien. Ce serait la 10e langue la plus tweetée en Suisse. Donc, nous avons mené 3 tests sur ces langues. Le premier, c'était une vérification manuelle sur 1000 tweets collectés le 31 août 2017. 84% avaient une attribution de langue correcte. Et pour les 3 langues nationales, la marge d'erreur variait entre 5 et 15%. Le deuxième test était une vérification manuelle sur 100 tweets signalés comme indonésiens par l'algorithme. L'échantillon examiné, qui n'était pas représentatif, ne contient qu'en fait 8% de tweets en vrai indonésien. Merci à Google Translate pour son aide. Soit une marge d'erreur quand même de 92%. Nous avons comparé ensuite ce résultat avec la proportion des utilisateurs ayant signalé l'Indonésie dans le champ Time Zone, qui est rempli par les 3/4 de nos utilisateurs, et on arrivait à 9,4%. Donc on peut dire qu'effectivement, environ 10% des tweets qui sont signalés en indonésien le sont réellement. Le troisième test, c'était une vérification manuelle sur les 13 968 tweets d'un tweetos humain. C'était le 4e plus grand tweetos de notre recherche. Et Twitter attribuait ces tweets à 26 langues différentes. Et on a déterminé ce qui nous a un petit peu surpris. Donc, s'il a bien écrit en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol, il n'a pas écrit en basque, en créole haïtien, en danois, en estonien, en finnois, en gallois, en hindi, en hongrois, en indonésien, en letton, en lituanien, en néerlandais, en norvégien, polonais, portugais, roumain, slovène, suédois et tagalog. Voilà. Donc la marge d'erreur était ici de 4,25%, vu qu'il y avait très peu de messages qui étaient signalés dans ces autres langues, mais il ne parlait pas toutes ces langues. Le projet GeoTweet Genevois pensait retrouver une ville bilingue, français et anglais, associée à la présence d'une importante variété linguistique, mais avait identifié un nombre de langues beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Pour la Suisse, nous avons retrouvé 57 langues sur les 60 identifiées par Twitter, mais 93,8% des tweets sont écrits en 10 langues seulement. Par contre, nous avons été surprises de constater que l'anglais arrivait souvent en premier devant les langues nationales. Donc vous avez sur la carte de gauche la langue des tweets, la première langue des tweets par canton, et sur la droite, la user langue, c'est-à-dire la langue des comptes de nos utilisateurs. Donc suite à ce constat, nous avons fait plusieurs hypothèses pour comprendre ce phénomène et trouvé que la proportion plus élevée de l'anglais comme langue productrice dans les cantons alémaniques s'explique en partie par une propension plus élevée des germanophones à tweeter en anglais par rapport aux Suisses francophones et italophones. Il y a même un gag qui veut dire, à l'époque, Twitter était limité en nombre de caractères, ça a changé, ça a doublé depuis, mais qu'un seul mot en allemand, et particulièrement en suisse allemand, suffisait à faire un seul message de Twitter. La quantité des tweets ainsi que les communautés linguistiques virtuelles sur Twitter évoluent différemment selon les mois. Donc on constate ici d'importantes variations dans la répartition mensuelle des langues des tweets, et notamment dans leurs proportions respectives parmi celles du mois. Tandis que l'anglais est plus présent dans les tweets du mois de mai et moins présent au mois d'août, donc c'est des proportions, ce n'est pas les nombres. L'allemand et l'italien sont en baisse continue de février à août. Et le français est à son plus haut niveau précisément durant les mois d'été. 2 langues typiques des touristes, l'arabe et le japonais, montrent en revanche des progressions spectaculaires. De 0,5% en février, la proportion de l'arabe, en rouge ici, monte à 5,7% au mois d'août. Et le japonais, qui n'est pas du tout présent en février, ici en orange, culmine à 1,5% en août. Nous nous sommes également intéressés à la durée d'activité des comptes. Donc la période ou durée d'activité de 69% des comptes se limite à un seul mois civil. À l'inverse, parmi les 65 221 utilisateurs, seuls 2,7%, ce qui représente tout de même 1760 comptes, ont tweeté tout au long de la période de collecte et montrent donc une durée d'activité de 7 mois. Cette proportion très élevée des utilisateurs qui ne sont actifs que durant une brève période laisse penser que les lacunes techniques de la collecte ont également fortement diminué le nombre des comptes moissonnés. Cette proportion élevée des utilisateurs, dont la période d'activité se limite à une période courte, indique un comportement où le choix de tweeter
ou celui de géolocaliser ses tweets en Suisse dépend de facteurs liés à des contraintes ou opportunités temporelles, par exemple ce tweet. L'augmentation du nombre des utilisateurs durant les périodes des vacances, et notamment de ceux dont la durée d'activité ne dépasse pas un mois, ainsi que la variation de leur répartition spatiale et linguistique durant les mois de vacances, peut constituer un indice que les touristes sont très présents sur Twitter en Suisse. Toutefois, pour le confirmer, ces résultats nécessitent d'être confrontés d'une part avec le contenu des tweets et d'autre part avec les statistiques officielles sur le nombre, la provenance et les destinations des touristes qui dépassent les limites de ce projet. Ici, nous avons fait une relation entre les différentes variables que nous avons étudiées. Donc la ligne verte tout en bas, c'est le nombre de Place ID qui reste relativement constant, donc les origines des tweets. En bleu clair, vous avez la moyenne des tweets quotidiennes, donc qui reste aussi relativement stable tout au long du projet avec une légère augmentation sur le mois d'août. La ligne bleue en dessus, c'est le nombre de users qui tweetent seulement un mois. Et la ligne tout en haut, c'est le nombre de user ID total. S'il y a des statisticiens dans la salle, fermez les yeux. Il paraît que ce n'est pas statistiquement correct, mais pour nous, c'était tellement parlant. C'est le nombre de tweets, la courbe des tweets, mais qui a une autre échelle, 10 fois plus grande, et ça suit exactement la même courbe. Mais ce n'est pas statistiquement juste. L'échantillon n'ayant pas été construit de manière probabiliste, sa représentativité est presque nulle. Les tweets géolocalisés sont une infime partie des tweets. Les tweets privés et les retweets en sont exclus et nous ne connaissons pas la taille exacte de notre population vu que justement elle n'est pas définie. De gros biais sont donc possibles. Nous avons tout de même, à partir des données dont nous disposions et de la littérature, tenté de définir ce que pourrait être un tweet suisse. La Bibliothèque nationale définit ainsi les documents qu'elle a pour mission d'acquérir et de conserver au nom de la Suisse. Par Helvetica, on entend les écrits suisses, toutes les œuvres parues à l'étranger concernant la Suisse et ses habitants, et finalement les œuvres d'auteurs suisses parues à l'étranger, traduction comprise. Par e-Helvetica, c'est-à-dire les informations stockées sur d'autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse, comme par exemple les e-books, les e-journals et les sites web. Alors un tweet n'a pas de .ch comme peut l'avoir un site .fr. Avoir un lien avec la Suisse, c'est très vague, donc nous avons tenté d'examiner différents critères. La langue, donc malheureusement au contraire d'autres pays qui ont une langue unique et spécifique, par exemple le suédois, la Suisse est multilingue, donc elle est composée de 4 langues nationales, dont le romanche qui n'est pas pris en compte, et dont les 3 autres sont également celles des pays limitrophes. D'autre part, une grande utilisation de l'anglais et de multiples étrangers, touristes ou résidents, complique l'identification des utilisateurs suisses au travers de la métadonnée langue des comptes. La langue des tweets, au vu des tests réalisés, n'est pas fiable pour une utilisation. Les hashtags auraient pu être un critère. Ils sont écrits sur une base volontaire, ne sont pas du tout formalisés par un thésaurus. Donc il y aurait autant de hashtags que de tweetos, particulièrement dans un pays multilingue. Le nom du pays sort en bonne place, ainsi que de nombreux autres lieux, personnalités ou événements. Les tweetos mettent à disposition, plus ou moins consciemment, plusieurs possibilités pour connaître leur localisation. Donc on a vu les données GPS, la déclaration de localisation, mais également d'autres moyens, comme la localisation du profil, qui concerne 85% des tweets récoltés, qui sont parfois très précis en mentionnant la ville, voire leur quartier d'habitation, tandis que d'autres seraient plus évasifs, Suisse, Europe, voire carrément faux ou poétiques, dans la Lune, par exemple. La time zone qu'on a utilisée pour les Indonésiens n'est utilisée que par 71% des tweets. Et enfin, les robots. Twitter tente actuellement de réduire les comptes robotisés, mais à l'époque, nous avions eu 10% de tweets identifiés envoyés par des robots, qui représentaient 2 à 3% de nos tweetos. Donc 2 de nos plus grands tweetos sont des robots. Le premier qui tweet les trending topics depuis Obwald, et le deuxième, c'est une station météo valaisanne qui envoie des données météorologiques également toutes les demi-heures. Mais est-ce que ces robots peuvent être considérés comme étant suisses ? Donc après avoir étudié les critères mentionnés, il est encore difficile de définir un tweet suisse. Il nous semble qu'il ne saurait être défini par un seul critère, mais que ce serait la combinaison de plusieurs d'entre eux. Peut-être que dans le monde sans frontières d'Internet, il est impossible d'avoir une définition unique de la nationalité. Je n'ai pas creusé plus que ça la question de l'archivage des tweets,
parce que je pensais qu'on aurait plein d'informations. Donc voilà, il y a quelques informations dans le rapport, mais relativement peu. Vu toute la complexité, on a notamment décrit le projet de la bibliothèque du Congrès, voilà, avec tous les problèmes qui s'y posent. Donc si nous reprenons nos 3 questions de recherche, qu'avons-nous appris au terme de ce projet ? Premièrement, la base de données utilisée par Twitter pour assigner des place ID à la géolocalisation des tweets est sujette à caution. Sa composition et sa maintenance sont opaques. Notre échantillon a confirmé qu'elle comporte des données erronées ou obsolètes. La répartition des tweets et des comptes actifs est très inégale selon les cantons. Genève, Zurich et Vaud dépassant très largement les autres. D'autre part, cette répartition virtuelle ne reflète pas la répartition réelle de la population, les cantons romans étant surreprésentés, tout aussi bien en proportion des tweets que des tweetos par rapport à celle de leur population. Une des hypothèses que nous avons avancées pour expliquer ce fait, mais sans avoir eu l'occasion de la tester, est l'utilisation moins fréquente de la géolocalisation chez les tweetos alémaniques par rapport aux tweetos romans, une différence de sensibilité par rapport à l'appartenance. Deuxièmement, l'anglais occupe la première place dans la Suisse virtuelle. La corrélation entre les variables testées nous a permis de confirmer notre hypothèse sur l'effet positif de l'augmentation du temps libre, les congés, les expériences inédites, les vacances, les loisirs, et l'apport extérieur des touristes intérieurs et extérieurs sur l'augmentation du nombre des tweets. Et puis, pour la troisième question, donc, nous n'avons pas de réponse définitive à donner vu la complexité du sujet. Mais nous espérons que les critères ébauchés pourront servir comme base de réflexion. S'il existe des règles établies pour tout ce qui est production papier, il est difficile de les appliquer à du contenu électronique, encore plus au contenu des réseaux sociaux, matériel plus volatile, moins cadré que des sites Internet et rédigé par une multitude de personnes dans de nombreuses langues. Donc cette étude exploratoire sur 1 million de tweets géolocalisés en Suisse est à notre connaissance la première à avoir été réalisée. Les résultats ont clairement confirmé l'intérêt, mais également les limites de l'utilisation des données fournies par l'API de Twitter dans des recherches sur la Suisse, dans les domaines de la sociologie des données et des sciences de l'information. Nos analyses ont soulevé plusieurs points qui mériteraient une investigation plus poussée, que les limites de cette étude n'ont pas permises, et d'autres que nous n'avons pas eu la possibilité d'aborder dans le cadre d'une recherche purement quantitative. Selon les connaissances acquises au terme de ce projet, nous avons proposé différentes suites à notre travail, que cela concerne la reconnaissance des langues, la granularité des analyses, localisation, robots, l'apport des touristes, etc. 20 minutes étant beaucoup trop court pour tout vous raconter, nous vous encourageons à lire le travail sur Hérodote, celui-ci, et à nous faire part de vos commentaires et vos questions. Donc merci pour votre attention.